Bonjour tout le monde, merci d'être là. Effectivement, l'accessibilité, le commerce en ligne, gros sujet. On en a pour les prochaines 80 quelques minutes, 90 minutes ensemble à explorer tout ça. J'ai envie de vous poser une question pour commencer, très simple. Et cette question-là est très chargée en même temps. Est-ce que ce serait possible que la plus grande perte de revenus potentiels que vos organisations, que vos systèmes de commerce en ligne euh, épongent chaque année viennent pas tant des gens qui ne sont pas intéressés par l'offre que vous avez, mais plutôt par une partie de la population dont vous ignorez complètement les besoins et cette ignorance des besoins-là fait en sorte justement que ces gens-là ne sont pas convertis en clients essentiellement. C'est la question que je veux vous proposer d'entrée de jeu parce que elle est extrêmement importante. Bon, Mme Giguère parlait de 206 000 personnes, par exemple, dans une situation de limitation visuelle au Québec. C'est un groupe parmi tant d'autres qui vit une situation de handicap à un niveau ou à un autre, une situation qui, quelle que soit la nature comme telle de la limitation, va avoir un impact sur la capacité à utiliser les technologies à pleine capacité. Donc, mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est de un peu faire le portrait de tout ça, vous donner une perspective un peu sur qu'est-ce que le marché du handicap représente au Québec, au Canada, peut-être un peu plus largement à travers le monde aussi si on va là, et vous donner une perspective sur les opportunités incroyables que vous pourriez avoir si seulement vous faisiez attention, vous portiez attention à l'accessibilité de manière plus précise et voir un peu comment ça peut aller déployer en termes de revenus potentiels, en termes de conversion de nouveaux clients, etc. Donc, c'est un peu l'entrée de jeu où j'aimerais qu'on démarre tout ça pour qu'on puisse ensemble essayer de voir dans quelle mesure vous pourriez éventuellement faire des modifications dans votre stratégie au niveau marketing, au niveau de la gestion comme telle de votre plateforme numérique et, ce faisant, de devenir plus inclusif et de proposer votre offre de services de produits à un éventail plus large de clients potentiels. Donc, c'est un peu l'idée derrière tout ça. Comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, mon nom est Denis Boudreau. Je suis le fondateur d'une agence de communication inclusive qui s'appelle Inclusive Communication. Je suis consultant formateur et je touche à ces questions-là tous les jours depuis à peu près 22-23 ans maintenant. Euh, donc, la proposition comme telle pour la journée, c'est assez simple. Donc, une introduction, une mise en contexte au départ qu'on va faire ensemble. On va faire un petit jeu dans les prochaines minutes pour un peu tester les connaissances, puis aussi faire une vue d'ensemble de ce dont on parle. On va ensuite voir un peu l'état du commerce en ligne accessible à travers le monde. Les données qu'on a sont des données qui sont internationales beaucoup plus que canadiennes ou québécoises, mais ça va vous donner quand même une très, très bonne idée du portrait global et à quel point ce portrait-là s'aligne à peu près parfaitement avec la réalité locale que nous, on a ici, locale ou provinciale ou canadienne, peu importe. On va regarder ensemble certains des principes fondamentaux derrière la notion d'inclusion dans le numérique, un peu au-delà du numérique aussi. Puis on va voir par où on peut commencer justement pour essayer d'aller chercher certains bénéfices à travers tout ça, mieux servir une clientèle qui présentement autrement est laissée pour compte et ce faisant aussi accroître notre chiffre d'affaires, qui est quand même pas une mauvaise idée en bout de ligne. À la fin, on va terminer avec quelques questions pour répondre à vos interrogations. Et j'aurai une proposition aussi pour vous à ce point-là pour vous amener un peu plus loin après tout ça. Donc, la présentation a trois objectifs essentiellement aujourd'hui. Trois objectifs que je poursuis. Le premier, c'est une sensibilisation. Tout ce qui est bonne pratique d'accessibilité, vous présentez quelques outils que vous pouvez utiliser qui ne demandent pas une expertise technique très, très poussée, qui vous permettrait de mesurer où vous en êtes d'un point de vue accessibilité, parce que c'est bien beau parler de tout ça, mais si vous n'êtes pas en mesure d'évaluer où vous en êtes vous-même, comment savoir quoi améliorer. Donc, on va avoir des démonstrations à travers la présentation. Il y a des participants qui ont été assez gentils ou courageux
pour lever la main à notre appel aux volontaires. Donc, je vais utiliser certains des sites web de certains d'entre vous pour démontrer des choses. Évidemment, tout ça se veut de façon très, très constructive et respectueuse. Donc, l'objectif ici n'est pas d'aller pointer du doigt des sites web qui ont des problèmes d'accessibilité, mais plutôt de démontrer des choses que, honnêtement, la plupart de vos sites web vont avoir. Donc, pour vous permettre de voir un peu comment vous pourriez aller établir ou faire des changements pour éventuellement offrir une expérience plus accessible à vos clients. Donc, dans une première part, si on veut, donc ces outils-là, pour améliorer l'expérience comme telle, la rendre plus inclusive. Deuxième part, éveiller les consciences. Donc, il y a des bénéfices collatéraux évidents, autant sociétaux, économiques, commerciaux, légaux, autour de l'accessibilité. Donc, je vais faire un peu un portrait de ces éléments-là pour vous donner une bonne idée de pourquoi c'est important, en quoi vous devriez faire attention à certaines de ces préoccupations-là, et aussi donner encore là un état des lieux un peu de la situation aujourd'hui pour que vous soyez un peu plus éclairés par rapport à tout ça. Et finalement, à travers la présentation, vous aider à découvrir une clientèle qui est complètement insoupçonnée. Donc, ce 40%-là de la population dont je parlais d'entrée de jeu dans ma question, qui, d'une manière ou d'une autre, est à risque d'exclusion au moment où on se parle aujourd'hui, que ce soit les 206 000 personnes qui sont représentées par le RAC à travers la présentation qu'on a aujourd'hui, ou les personnes qui ont un handicap au niveau moteur, un handicap au niveau cognitif, un handicap au niveau auditif, par exemple, toutes sortes d'autres considérations, d'autres problématiques qui peuvent être soulevées, qui vont avoir un impact sur leur habilité à utiliser votre plateforme de la façon dont vous pensez que les gens l'utilisent, qui ne représente qu'une partie des utilisateurs en bout de ligne. Donc, c'est un peu l'objectif. Mon objectif à travers tout ça, c'est de vous donner cette vision globale sur ce que le marché représente, ce que ça a comme impact au niveau commercial et ce que ça peut avoir comme impact au niveau sociétal aussi, avec les gens que justement on laisse pour compte sans s'en rendre compte, en fait. Il n'y a personne ici qui se lève le matin en disant « Je vais continuer à développer un site web qui est volontairement inaccessible aux personnes handicapées ». Les gens ne sont simplement pas au courant de ces questions-là. Notre objectif, c'est de vous aider à éveiller un peu cette conscience-là pour peut-être vouloir faire des choses pour améliorer la situation de ce point de vue-là. Et ce faisant aussi, comme je disais plus tôt, accroître votre potentiel au niveau du développement d'affaires, au niveau de la conversion vers des nouveaux clients, de la vente de produits, etc. Donc, pour démarrer tout ça, si Madame Vien le veut bien, merci beaucoup, voilà. Donc, on va faire quelques petits sondages pour lancer tout ça. Le premier est au niveau du handicap. Donc, selon vous, bon, vous allez pouvoir voter sur l'écran que vous voyez présentement de votre côté, mais selon vous, la population canadienne compte quel pourcentage de personnes handicapées selon les statistiques les plus récentes de Statistique Canada? Donc, qui date de 2017. Est-ce qu'on parle de 5 de la population, 12 17 22 ou 28 à votre avis? Qu'est-ce que ça représente au niveau canadien, la prévalence du handicap? Donc, je suppose qu'une fois que le sondage est terminé... Ah, OK, voilà, merci beaucoup. Donc, on voit ici ce qui a été voté de façon générale. On a 7 des gens qui pensent que c'est 5 On a 24 ou 11 sur 45 d'entre vous qui votent pour 12 27 pensent que c'est 17 38 donc la majorité pense que c'est 22 et 4 pensent que c'est 28 La réalité, en fait, effectivement, c'est que c'est 22 de la population. Donc, première des choses, 22 de la population, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est un peu plus que 1 sur 5, un Canadien sur 5, un peu moins qu'un Canadien sur 4 qui a un handicap. Et ce handicap-là n'aura pas forcément un impact sur leur habilité à utiliser votre site web, mais dans beaucoup de cas de figure, il y aura un impact majeur, un impact très clair sur cette question-là. Donc, déjà en partant, je vous pose la question, si vous prenez conscience que à peu près un utilisateur sur 5 a potentiellement des problèmes d'accessibilité sur votre site web, est-ce que ça ne vous donne pas déjà un peu envie de faire quelque chose pour mieux servir 20 22 de votre clientèle potentielle? Donc, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. La deuxième question est en lien avec la perceptibilité comme telle du handicap. Donc, de toutes ces personnes handicapées-là,
Combien, d'après vous, ont un handicap qui est facilement perceptible? Donc, on peut voir, qu'on peut remarquer simplement en regardant les gens. Par exemple, une personne en fauteuil roulant, évidemment, c'est assez facile de remarquer. Une personne avec une canne blanche ou avec un chien guide, par exemple, on peut assez facilement comprendre qu'il y a une problématique d'accessibilité. Mais au-delà de ces facteurs plus évidents-là, qu'en est-il du reste, essentiellement? Donc, quel est le pourcentage, selon vous, des gens qui ont un handicap qui est facilement discernable, facilement perceptible? 14 20 26 32 ou 38 Donc ici, on pense que environ 14 des gens ont un handicap qui est perceptible. Donc, ce sera un assez petit groupe, essentiellement de l'ensemble des personnes handicapées. Et ensuite, on descend dans les autres pourcentages. 20 d'entre vous pensent que c'est 20 20 pensent que c'est 26, donc on est à égalité ici. 8 pensent que c'est 32 et 4 pensent que c'est 38. Dans le cas ici, en fait, la réponse est 26 parce que 74 donc la différence entre le 26 et le 100 donc 74 des personnes handicapées ont un handicap qu'on appelle invisible. C'est-à-dire que on va penser à une personne, par exemple, qui a un trouble de déficit de l'attention, une personne qui a un trouble de dyslexie, par exemple, dyscalculie, dysgraphie, dysphasie, une personne qui va avoir une limitation au niveau moteur qui est relativement bien cachée de façon générale, mais qui va causer une problématique au niveau de la manipulation d'une souris, par exemple. On va penser à une personne comme moi, qui est une personne handicapée dans le sens où j'ai une problématique au niveau de la perception des couleurs. Je suis un daltonien très, très assumé, très expert en la matière, je dirais. Ma perception des couleurs est au mieux très déficiente. Donc, ça a un impact aussi sur ma façon d'utiliser le web, ma façon de comprendre l'information sur le web. Quand l'information est véhiculée par la couleur uniquement, par exemple, je manque l'information plus souvent qu'autrement. Donc, on va parler un peu de ça un peu plus tard aussi. Mais il y a toutes ces personnes-là qui ont une expérience différente de ce qu'on appellerait l'expérience typique, si on veut. Et les trois quarts de ces gens-là, 74-75 74 des trois quarts, c'est 75 donc, presque les trois quarts de la population qui ont un handicap que vous ne verriez pas au départ, que vous ne pouvez pas concevoir au départ, à moins que ces gens-là partagent l'information avec vous. Donc, c'est facile de penser que le handicap est vraiment pas si présent que ça, parce que la plupart des gens qu'on rencontre qui ont un handicap, en fait, on ne le sait même pas, à moins que ces gens-là nous le disent. Donc, c'est facile de les oublier, c'est facile de ne pas prendre en considération la prévalence de leur situation, parce qu'au départ, ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Ensuite, un autre élément intéressant à regarder, c'est au niveau du marché. Donc, on va avoir un troisième petit sondage ici. Donc, à votre avis, le marché canadien du handicap représente quel pourcentage du marché total des consommateurs canadiens? Donc, une question encore là assez intéressante. Si votre objectif est de faire des affaires avec l'ensemble du marché canadien, par exemple, disons qu'on se limite au Canada, donc l'ensemble du marché canadien, quel est le pourcentage de ce marché-là qu'on appelle le marché du handicap? Donc, le marché duquel vous vous coupez peut-être probablement aujourd'hui si votre site web n'est pas accessible. On a 18 27 36 44 ou 53 du marché qui serait le marché considéré le marché du handicap. Donc, je vous laisse voter là-dessus. Et ce qu'on voit ici, on pense, 16 des gens pensent que c'est 18 49 des gens pensent, donc la majorité pense que c'est 27 environ. 36 21 d'entre vous pensent que c'est 36 12 pensent que c'est 44 et 2 pensent que c'est 53. On est combien? 71 présentement dans la présentation. 2 correspond à peu près à 3 personnes, j'imagine. Et ces 3 personnes-là sont celles qui ont raison. 53 c'est le marché qu'on identifie pour le marché du handicap au Canada. Ce que ça veut dire, ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais ce que ça veut dire, c'est quand on pense aux personnes handicapées, donc la logique pour la plupart d'entre vous, c'était de dire, OK, 22 de personnes handicapées, il y a un 27 là-dedans, donc je vais voter pour ce chiffre-là. C'est une super bonne stratégie. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. L'idée du marché, le marché du handicap, ce que c'est en fait, c'est les personnes handicapées et les proches de ces gens-là qui pourraient être influencés aussi. Imaginez la situation,
Imaginez qu'un utilisateur, par exemple, est aveugle ou a une déficience visuelle importante, veut aller sur un site web, un site de commerce en ligne pour acheter un produit quelconque, et l'expérience est vraiment négative, vraiment pénible, c'est difficile. Cette personne-là va en parler avec les gens autour d'elle, et par solidarité, beaucoup des gens qui aiment cette personne-là, qui ont à cœur cette personne-là, vont par solidarité dire ben, moi aussi, je vais aller faire mes achats ailleurs. Donc, ils vont boycotter, si on veut, les plateformes inaccessibles au profit de d'autres plateformes qui le sont plus, au profit de d'autres compétiteurs qui sont plus accessibles, par exemple. Donc, quand on parle du marché du handicap, on parle justement de la clientèle handicapée, mais tous ceux qui peuvent être influencés négativement ou positivement par les personnes qui vivent les préjudices en question. Donc, 53% de la population, du marché, en fait, donc plus que la moitié du marché, peut facilement basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de la nature de l'expérience et du degré d'inclusion de cette expérience-là sur vos plateformes. Donc, encore une fois, quand on pense à tout ça, c'est assez majeur. Et ce que je n'ai pas encore discuté là-dedans, mais qui a probablement dû vous faire sursauter sur l'écran si vous êtes en mesure de le voir, c'est que ce marché est évalué à 366 milliards par année au Canada. Le 366 milliards est divisé en deux blocs. Il y a un bloc d'abord qui est 55 milliards, qui est le pouvoir d'achat des personnes handicapées au Canada, selon la Chambre du commerce de l'Ontario. Donc, l'évaluation du marché canadien, selon la Chambre du commerce de l'Ontario, est de 55 milliards par année. Donc, déjà là, en partant majeur en termes de marché. Mais quand on ajoute justement tout, tout ce qui vient autour de ce groupe-là et du pouvoir d'achat de ce groupe-là, on augmente ça à 366 milliards. Puis encore une fois, comme vous avez pu voir depuis le début, le data est aussi référencé, donc vous allez pouvoir aller voir les sources par la suite si vous êtes curieux de fouiller ça un peu plus loin. Et finalement, donc, une dernière question d'un point de vue légal, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'était la notion justement de prévalence du handicap, le nombre de personnes et éventuellement aussi le marché, mais d'un point de vue légal aussi, il y a des impacts importants. Donc, notre dernière question pour l'instant, de tous les sites web ayant été poursuivis en justice en 2021 aux États-Unis pour leur manque d'accessibilité, quel pourcentage représente des plateformes de commerce en ligne, à votre avis? De l'ensemble des poursuites américaines, puis on parle, je vais vous expliquer pourquoi après je parle des États-Unis ici précisément, mais à travers l'ensemble de ce qui a été de sites web qui ont été poursuivis l'année dernière aux États-Unis, d'organisations qui ont été poursuivies pour des questions d'accessibilité, quel est le pourcentage de sites web qui touchaient le commerce en ligne, le commerce de détail? Donc, on a 14 29 44 59 ou 74 de ces sites-là. À votre avis, qu'en est-il? Et ici, on a 10 d'entre vous qui pensent que c'est 14 des sites web, 13 qui pensent que c'est 29 18 qui pensent que c'est 44 28 qui pensent que c'est 59 et la majorité pense que c'est 74 soit le tiers d'entre vous, 33 pensent que c'est 74 des sites web. Et c'est effectivement 74 des sites web qui étaient des sites de commerce de détail. Il y a là-dedans des grands noms, des grandes chaînes, mais il y a aussi des plus petits joueurs. Ça touche à peu près à tous les niveaux. Et la raison pour laquelle je vous parle des États-Unis, il y a deux raisons en fait derrière ça. Bon, trois raisons en fait. La première, c'est peut-être que certains d'entre vous font affaire avec l'extérieur du Canada, de la province. Donc, si c'est le cas, en principe, nos plateformes sont mondiales, c'est sur le web. Il y a des poursuites à tous les jours, à toutes les heures, en fait. Si vous faites le calcul, 4055 poursuites sur une année, vous divisez ça par 40 heures par semaine, c'est l'équivalent d'à peu près une poursuite et 1,1, 1,2 poursuites à l'heure, lundi au vendredi, de 9 à 5 l'année longue. Donc, c'est très, très fréquent, très régulier. Donc, il y a déjà un risque à ce niveau-là de recevoir une lettre si vous faites affaire aux États-Unis, si vous avez un espace légal aux États-Unis, par exemple, vous pouvez définitivement être à risque de ça. Mais au-delà de ça, parce que nous, au Canada, on n'a pas une culture particulièrement de poursuites judiciaires, donc on peut se sentir un peu à l'abri de tout ça, mais si vous faites affaire, encore une fois, avec différentes provinces, que ce soit le Manitoba, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, par exemple, ils ont des lois très sévères sur la question d'accessibilité où vous avez une obligation de produire des plateformes accessibles, des services accessibles, des produits accessibles aux personnes handicapées. Donc, vous vous exposez aussi à ce niveau-là. Des fois, c'est des pénalités financières. D'autres fois, c'est d'autres types de pénalités. Il y a plusieurs façons à travers lesquelles ça peut avoir un impact.
Et peut-être plus important que la pénalité financière, souvent, c'est l'impact au niveau de la marque. Euh, Si vous faites une recherche sur le web pour les poursuites au niveau de l'accessibilité, vous allez voir des marques qui ressortent énormément, très souvent. Et si vous fouillez un peu ces questions-là, vous allez voir à quel point ces marques-là ont souffert de la stigmatisation, si on veut, d'avoir eux-mêmes stigmatisé en fait des gens. Là. Donc, c'est peut-être un retour du balancier, mais il y a définitivement derrière ça une considération importante d'un point de vue légal, même si on est au Canada, puis d'un point de vue de protection de la marque et de s'assurer qu'ultimement, on n'a pas à se défendre d'une intention qui n'est même pas la nôtre au départ. Comme je vous disais au départ, il n'y a personne qui se lève un matin en disant je veux faire un site web qui ne fonctionne pas pour les personnes handicapées, mais la réalité, c'est qu'on le fait quand même. Et la résultante de ça, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à nos produits et services. Je vous ramène sur un souvenir qu'on partage tous, qui n'est pas qui est pas très, très loin derrière, qui est pas tellement terminé même, mais cette pandémie-là qu'on est en train on espère finir, moi, je connais personnellement des gens qui sont dans des situations de handicap qui, pendant les premiers mois de la pandémie, là, de mars 2020, quand on a commencé tout le monde à vraiment avoir peur de sortir et tout, donc mars, avril, mai 2020, jusqu'à facilement le début de l'automne, avaient de la difficulté à s'approvisionner. Parce que plus personne n'osait sortir dans les magasins. Ces gens-là qui souvent aussi sont dans des situations de fragilité au niveau de leur système immunitaire, par exemple, il y a une corrélation qui est assez facile à établir pour certaines personnes. Donc, des gens qui vont être plus susceptibles de tomber malades vont s'isoler encore plus que les autres. Et quand le seul recours qu'on a, parce qu'on est isolé au départ, parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément un réseau de support autour de nous, je connais personnellement des gens qui ont vécu sur des boîtes de conserve et de la nourriture non périssable pendant des mois parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'aller eux-mêmes s'approvisionner dans un magasin, par exemple, dans une surface en personne. Et l'accessibilité des sites web de différents commerçants qui nous permettaient de s'approvisionner en ligne. Donc, vous les connaissez, vous les avez utilisés autant que moi. Ces sites web-là n'étaient pas accessibles pour eux. Donc, ils n'avaient aucune façon de s'approvisionner. Imaginez-vous la frustration que vous viviez quand vous passez une commande chez tel ou tel détaillant, supermarché ou autre, en espérant recevoir peut-être la moitié de ce que vous avez commandé 2 semaines plus tard. Ces gens-là n'avaient même pas le luxe de recevoir la déception d'une commande pas complète dans leur cas. Il n'y avait juste rien. Donc, les gens j'ai des amis qui sont nourris de trucs en conserve pendant des mois à manger presque rien parce qu'ils n'avaient pas pas les moyens financiers, là, les moyens, l'organisation autour d'eux pour aller s'approvisionner pour pouvoir se nourrir convenablement. Et ça, on parle de gens au Québec. Là. Je ne parle pas je parle pas de pays sous-développés ou de trucs comme ça. Je parle de la société dans laquelle on vit ici. Là. Je parle d'Américains avec qui je travaille au quotidien qui étaient dans des situations où, dans leur contexte, du jour au lendemain, c'était plus possible de le faire. Donc, si vos plateformes offrent des services qui sont plus de luxe, si on veut, c'est une chose. Si vous offrez des services essentiels, si vous faites partie de ceux qui ont été moins touchés dans la pandémie au niveau des limitations à cause de la nature de vos services, ben, il y a une partie de vos revenus que vous avez perdus, encore une fois, qui aurait pu être compensée par une meilleure accessibilité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient de la difficulté à s'approvisionner. Je suis sûr que si on a l'occasion vers la fin de la présentation, nos amis du RAC ont probablement des expériences ou des anecdotes à ce niveau-là aussi de leurs membres qui ont eu de la difficulté d'une façon ou d'une autre dans la pandémie, d'une raison ou d'une autre au niveau du manque d'accessibilité sur le web. C'est évident qu'il y en a, même sans savoir les détails moi-même. Donc, j'espère que tout ça vous donne un peu une espèce de mise en situation, une mise en bouche un peu de la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui. C'est un marché qui n'est absolument pas exploité au départ. C'est un pourcentage énorme de la population. On parle d'un cinquième de la population qui est à risque d'exclusion comme ça. On parle d'un pourcentage du marché comme tel qui peut vraiment jouer en votre défaveur quand il y a des gros problèmes d'accessibilité sur vos sites web. Puis d'un point de vue légal, d'un point de vue de protection de la marque, il y a aussi des risques. Donc, pourquoi ne pas vouloir se protéger, mieux servir sa clientèle et accroître son revenu potentiel par la même occasion? Ça me semble une bonne décision d'affaires, personnellement, de vouloir s'intéresser à ça un peu. Donc,
de quoi on parle quand on parle d'accessibilité numérique? En gros, ma petite définition personnelle, c'est essentiellement, c'est de s'assurer que le contenu qu'on propose, quel qu'il soit utilisable par qui que ce soit, indépendamment des outils que ces gens-là utilisent. Donc, qui que ce soit, évidemment, ma pensée première, c'est les personnes handicapées. Donc, on veut s'assurer que les personnes handicapées ont la capacité d'utiliser le contenu, exploiter le contenu à pleine capacité comme quiconque. Mais au-delà des personnes handicapées, justement, on va voir aussi qu'il y a d'autres clientèles qui viennent s'ajouter à ça. Si vous pensez que le 22% dont je parle est déjà énorme, attendez de voir dans quelques minutes quand je vais commencer à bâtir autour de ça. C'est en fait beaucoup plus gros que ça encore. Et donc, permettre aux personnes handicapées et permettre à toute personne qui est dans une situation potentielle de marginalisation, de préjudice, d'avoir accès à l'information. Donc ça, c'est d'un point de vue humain, si on veut. D'un point de vue technologie, c'est de dire, quel que soit l'outil que ces gens-là utilisent, que ce soit quand même possible d'avoir accès à votre contenu. Donc, évidemment, un ordinateur sur table, un laptop, un appareil mobile, une tablette, un téléphone. Donc, ça, c'est convenu, on s'entend, c'est les outils avec lesquels on accède au web. Mais tout à l'heure, quand Mme Giguère parlait, par exemple, de personnes aveugles qui sont représentées par le RAC, vous êtes peut-être demandé, une personne aveugle, Internet, comment ils font pour voir aller sur Internet s'ils sont aveugles? Les gens ont des outils d'adaptation qui vont leur permettre de pallier à ce handicap-là. Une personne aveugle, par exemple, va avoir recours soit à un logiciel qu'on appelle un logiciel de lecture d'écran, donc il va lire le contenu d'une page web et la personne va pouvoir écouter le contenu et naviguer à travers les choix qui sont offerts de manière auditive. Et d'autres vont pouvoir utiliser, convertir le contenu à l'écran sur un afficheur braille et pouvoir lire le contenu avec leurs doigts. Donc, une petite plateforme avec des petits points qui vont se soulever avec des poussées d'air, ils vont pouvoir lire le contenu comme ça. Ça, ce ne sont que 2 outils d'adaptation parmi des dizaines qui permettent à des personnes handicapées d'avoir accès au contenu au même titre que nous, dans la mesure, évidemment, où le contenu est accessible au départ, dans la mesure où le contenu est développé à la base en respectant certaines règles de design, de conception, de développement qui vont faire en sorte que la technologie va fonctionner de pair avec les outils d'adaptation pour permettre aux personnes handicapées d'avoir le succès qu'on leur souhaite pour accéder à l'information qu'on propose. Donc, ce dont on parle essentiellement, c'est ça, c'est de démocratiser l'accès au contenu pour que toute personne, indépendamment de leurs limitations fonctionnelles ou cognitives ou autres, indépendamment de leurs limitations physiques ou autres, puisse quand même avoir accès à l'information. Et encore une fois, ce faisant, en tant que commerçant, qu'on puisse mieux servir une plus grande partie de la population nous-mêmes. Un exemple de personne handicapée dont on parle, justement, c'est une personne comme Kalim, qui justement est une personne qui est aveugle. Donc, une personne qui utilise ce lecteur d'écran-là. Une personne qui a besoin de retours haptiques. Donc, les retours haptiques, pour si vous vous demandez ce que c'est, ce sont toutes les vibrations de nos machines, par exemple, de nos outils. Quand votre téléphone vibre, quand votre montre vibre pour vous annoncer une alarme, ou tout ce qui vient avec une vibration ou quelque chose de ce goût-là, on est plus dans l'haptique, ou justement, ou autrement, une représentation ou une traduction, si on veut, au niveau auditif de ce qu'on aurait autrement accès d'un point de vue visuel. Donc, Kalim ne voyant pas, il dépend du lecteur d'écran pour pouvoir se faire lire le contenu sur la page. Si cette page-là est bâtie de façon accessible, si elle est structurée de manière sémantique pour permettre à l'outil d'aller accrocher sur des titres et des sous-titres et des listes et des paragraphes et des liens, d'avoir des descriptions pour les images, le contexte de la page va être transmis à travers les différentes sémantiques qu'on propose dans le contenu. Et ce faisant, une personne comme Kalim, qui ne voit pas au départ, va pouvoir se faire une image mentale de ce que la page représente. Sans cette structure sémantique-là, le site est à peu près inaccessible. Parce qu'une image qui n'est pas décrite en texte est loin de valoir 1000 mots dans ce cas-là. Donc, un lien dont on ne peut pas déterminer la nature ou la fonctionnalité, la raison d'être, pourquoi on cliquerait sur un lien dont on ne connaît absolument pas la nature? Donc, on ne ferait pas ça. Un bouton qui ne nous dit pas exactement ce que le bouton va faire, parce qu'on n'est pas capable de voir le libellé qui est dessus, et que le libellé n'est pas traduit en texte pour qu'on puisse l'entendre, pourquoi on cliquerait sur un bouton sans savoir où le bouton nous mène? Le web est plein de dangers. Donc, pourquoi on prendrait la chance d'aller cliquer sur un truc qu'on ne comprend pas? Donc, pour une personne qui est aveugle, si on pense au web comme étant un médium qui est essentiellement visuel, pour une personne comme Kalim et pour les 206 000 personnes que le RAC représente, par exemple, c'est un échec en partant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation-là? C'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple majeur qu'on rencontre souvent, c'est quelqu'un comme Jeanne. Jeanne est une personne qui a eu un accident de voiture il y a quelques années. Cet accident-là l'a laissée paralysée à partir du cou en descendant, donc elle est quadraplégique. Elle a un minimum de fonctionnalité au niveau de ses mains, mais très peu.
elle a dû convertir son utilisation du web pour passer vers autre chose. Vous connaissez peut-être l'oculométrie, donc le eye tracking. Donc, elle a une caméra sur son ordinateur qui permet de capter où elle regarde sur l'écran. Et ça permet de contrôler, pointer des éléments dans une page et de fonctionner de cette façon-là. Donc, elle peut naviguer à travers sa vue comme telle. Elle peut aussi naviguer à travers sa voix. Il y a des logiciels qui existent comme Dragon Naturally Speaking et d'autres. Apple a ses propres versions de ces logiciels-là aussi, dictation, etc., qui vont permettre de manipuler l'information avec la voix plutôt que la souris. Donc, par exemple, identifier un bouton avec sa voix et vouloir cliquer le bouton. Donc, si j'ai un bouton qui dit, par exemple, acheter ou mettre dans le panier, je pourrais, avec ma voix activée, dire activer le bouton ajouter au panier, par exemple. Et sans utiliser mes mains, je peux contrôler l'écran avec la voix uniquement. Donc, si vos sites web ne sont pas bâtis selon les règles d'accessibilité, c'est très probable que c'est impossible de faire ça pour une personne comme Jeanne. Mais des personnes comme Jeanne qui ont une limitation au niveau motricité plus sévère ou des difficultés simplement de dextérité fine, de motricité fine, de dextérité, etc. Des gens qui ont des problèmes au niveau de l'arthrite, des syndromes de tunnel carpien, n'importe quoi qui va faire en sorte que c'est plus physiquement douloureux, ne voudront pas utiliser la souris parce que ça fait mal. Donc, ils vont pouvoir passer au clavier, par exemple. Si votre site web ne fonctionne pas bien sans la souris, vous avez des problèmes majeurs d'accessibilité à résoudre avant même de penser à aller plus loin. Je vais vous montrer tantôt une façon très, très facile de contrôler ça ou de mesurer ça aussi. Donc, vous allez voir, vous allez être des experts dans à peu près 40 minutes sur comment faire ça. Mais ce sont deux exemples ici de personnes handicapées qui sont partout et qui sont très, très mal servies par les manques en fait, d'accessibilité dont on parle aujourd'hui. Donc, petite mise en bouche sur pourquoi on est là. Maintenant, l'état du commerce en ligne accessible comme tel. Il y a une organisation américaine qui s'appelle WebAIM pour Web Accessibility in Mind, qui depuis quelques années, 4 années, à peu près 4 ou 5 années, fait une évaluation annuelle du million de pages d'accueil les plus populaires sur le web. Ce recensement-là est fait par différents types de listings, dont Alexa, vous connaissez peut-être, et d'autres. Donc, à travers un outil, il référence le million de pages qui scorent le plus haut et passe la page d'accueil à travers un outil automatique qui extrait des problèmes. Je vais vous montrer un exemple d'outil comme ça à la fin de la présentation aussi pour que vous puissiez faire ces tests-là vous-même. Mais à travers ce million de pages-là, il y a énormément de data qui sort pour nous dire ça ressemble à quoi l'état du web en 2022. Ça, c'est des données qui datent d'à peu près février, si je me rappelle bien, février ou mars cette année, donc c'est tout frais, c'est encore chaud. Et ça nous donne une bonne idée de ce que représente l'accessibilité au niveau du web de façon générale. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est d'un point de vue commerce en ligne dans ce cas-ci. Donc, j'ai extrait à travers l'ensemble des catégories qu'ils ont présentées dans leur rapport ce qui touchait le e-commerce. Donc, c'est la ligne qui est en caractère gras ici. Sur 1 million de pages web, il y a eu 37 188 pages qui ont été testées comme ça. Il y avait une moyenne d'erreur de 72,9 erreurs par page. Donc, 72,9 risques d'écueil, de barrières d'accessibilité pour une personne handicapée. Évidemment, chaque personne handicapée va avoir des problèmes avec des trucs différents. Donc, ce n'est pas 79 ou 73 erreurs systématiques pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça va être ces erreurs-là. Pour d'autres, ça va être autre chose. Par exemple, moi, sur une page d'un site web, si l'information est véhiculée par la couleur uniquement, je vais manquer l'information. Donc, je pourrais avoir une mauvaise compréhension. Je pourrais ne pas comprendre ce dont on parle. Je pourrais manquer un lien complètement. Je pourrais manquer le détail d'un graphique, par exemple, parce que je n'arrive pas à percevoir les couleurs, alors qu'une personne qui est complètement aveugle pourrait simplement ne pas comprendre le visuel qui est proposé parce que le visuel n'a pas de remplacement de texte. Mais moi, je n'aurais pas de problème avec ça parce que je peux voir l'information. Donc, on a tous nos défis individuels, mais sur la page, une page d'accueil de commerce en ligne type aux États-Unis, à travers le million de pages les plus populaires, ont en moyenne presque 73 erreurs de ce type-là sur leur page d'accueil. C'est énorme. Ce que ça veut dire, c'est que quand on compare ça avec la moyenne des sites web, c'est plus 43,4 d'erreurs que la moyenne des autres pages. La seule catégorie à travers tout ça, toutes les catégories recensées qui performent moins bien que le commerce en ligne, c'est le contenu pour adultes. Donc, je vous laisse regarder les résultats ici. Sur 18 000 pages et quelques testés, on a parlé de 91,4 d'erreurs, d'erreurs, 91,4 erreurs par page pour 79,7 plus que la moyenne.
Donc, le commerce en ligne, e-commerce, plateforme de transactions en ligne, c'est à peu près l'endroit où il y a le plus de problématiques en ce sens-là. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle on veut parler de ces choses aujourd'hui, il y a un énorme besoin de resserrer un peu nos pratiques au niveau de l'inclusion dans ces plateformes-là pour s'assurer qu'on ne met pas à l'écart une partie significative de la population. Ensuite, quand on creuse un peu plus profondément, on arrive au niveau des systèmes de gestion de contenu, donc les CMS. Encore là, il y avait une certaine liste. Je ne les ai pas tous notés ici, mais j'ai noté ceux qui me semblaient les plus pertinents. J'ai noté WordPress, entre autres, parce que c'est la, la plateforme la plus populaire parmi vous, probablement aussi. Donc, on parle de 305 429 pages testées, donc 305 429 sites web de commerce en ligne qui était basés sur WordPress. La moyenne d'erreur par page était de 53,7 dans ces cas-là. 5,7% de plus que la moyenne. Quand on compare par exemple avec Squarespace, et là je fais à zéro promotion par rapport à Squarespace ou un autre, c'est simplement je donne les faits tels qu'ils sont. Quand on compare avec Squarespace, sur un échantillon beaucoup plus petit, c'est quand même, il faut le reconnaître, de 6438 pages, il y avait seulement 19,2 erreurs par page. Je dis seulement. 19 erreurs par page, c'est déjà encore énorme. 19 risques potentiels d'accrocher et de ne pas être en mesure de faire le travail qu'on souhaite faire. C'est quand même beaucoup, mais c'est quand même moins 62% par rapport à la moyenne. Il n'y avait malheureusement pas Shopify quand on parlait de ça, mais j'avais prévu la question. Donc, sur le prochain tableau, on a Shopify. Pour Maud ici, voici la réponse. Quand on creuse un niveau plus profond, au-delà des CMS, on arrive sur les plateformes comme telles de commerce en ligne. Et là, il n'y en avait que 4 de présentés dans l'étude, malheureusement. Donc, c'est tout ce que j'ai ici. WooCommerce étant la plus populaire, avec presque 40 000 pages testées, 68,5 erreurs par page. Dans le cas de Shopify, 16 624 pages testées, quand même 58,5 erreurs par page. Donc, c'est quand même assez majeur. Et je vous dirais que, parce que je les connais, je sais que Shopify fait un excellent travail au niveau de l'accessibilité à la base. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les développeurs web prennent la plateforme de Shopify, la transforment pour les besoins du client et ce faisant introduisent un paquet de problèmes d'accessibilité. Je ne dis pas que la plateforme de Shopify est irréprochable, mais connaissant des gens qui travaillent sur l'accessibilité là-bas et connaissant la valeur de leur travail, je sais que la plateforme à la base produit quelque chose de vraiment potentiellement très bien, mais comme développeur, on a tendance à introduire beaucoup de problèmes d'accessibilité par rapport à ça. Encore une fois, ici, Squarespace se démarque. C'est le même data que dans la page précédente parce qu'elle s'est classée aux deux niveaux. Parce qu'on peut autant faire du commerce en ligne qu'un site web avec Squarespace. Donc, 19,2 erreurs par page et moins 62,2% au niveau du pourcentage d'écart. Mais ça vous donne déjà une idée de ce que ça représente. Donc, si vous êtes, par exemple, avec une plateforme comme Magento, et que vous êtes basé sur un truc comme WordPress ou comme Blogger, par exemple, il y a des bonnes chances que vous ayez des problèmes d'accessibilité. Peut-être plus que si vous êtes avec Squarespace, par exemple, mais ça ne veut rien dire. Vous pourriez avoir un développeur qui travaille avec Squarespace pour vous et qui aurait introduit 150 erreurs par page. C'est pas rare. C'est vraiment pas rare dans mon travail. Moi, je vois ça au quotidien. Je fais des évaluations comme ça régulièrement. J'aide des organisations qui essaient de contourner et de régler ces problèmes-là. Ça, c'est le quotidien. C'est la réalité à peu près partout sur le web. Donc, il y a beaucoup de travail potentiel à faire pour améliorer l'inclusion de notre plateforme. Et si, d'entrée de jeu, comme organisation, on met de l'avant la reconnaissance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, par exemple, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Il y a une connexion importante à faire entre la diversité, l'équité et l'inclusion et le handicap. Et dire, le handicap, ça doit faire partie de ce groupe-là. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. On est tellement concentré sur des questions de antiracisme et tout le reste qui, évidemment, sont super importantes, mais on oublie vraiment trop souvent la notion du handicap comme faisant partie du DE&I dont on parle autrement. Ceci étant dit, certains des principes fondamentaux qu'on peut regarder pour voir comment avancer avec tout ça. Je commence par vous présenter deux autres exemples de personas, de clients potentiels que probablement vous ne servez pas aussi bien qu'ils aimeraient être servis d'un point de vue accessibilité. On a Luna, qui est une personne sourde.
la langue maternelle est le LSQ, donc la langue des signes québécoise. Elle a appris le français comme deuxième langue, donc c'est une langue qu'elle maîtrise comme deuxième langue seulement. Elle n'a pas la même maîtrise sa langue maternelle que le LSQ. Et si vous connaissez moindrement la langue des signes québécoise, vous savez que la structure du LSQ, la structure d'une langue des signes en général, a absolument rien à voir avec la structure d'une langue écrite. Donc, apprendre le français, quand notre base est une base qui est une langue des signes, c'est beaucoup plus ardu déjà en partant. Ce qui fait en sorte que les données puis l'information qui est véhiculée par les groupes de personnes sourdes, personnes malentendantes, c'est qu'il y a une très grande majorité des personnes qui sont nées sourdes, par exemple, qui vont toujours avoir des problèmes de lecture et d'écriture parce que il y a une portion de cette connexion-là neuronale qui n'a jamais pu être faite. Quand on apprend une langue, nous, on la voit, cette langue-là, on la parle, cette langue-là, puis on l'entend, cette langue-là. Et c'est la connexion entre les trois éléments qui nous permettent de bien maîtriser la langue. Quand on peut simplement la voir et on doit la nommer et on ne l'a jamais entendue, on ne sait pas si on prononce correctement, on ne sait pas si on maîtrise bien, puis il nous manque des bouts, donc ça devient plus difficile. Donc, au-delà des besoins qu'on conçoit de base, comme par exemple, évidemment, une vidéo doit avoir des sous-titres pour que Luna puisse l'entendre. Ou si je mets des podcasts en ligne, par exemple, mon activité commerciale, le podcast qui est un fichier purement audio, ça ne sert absolument à rien pour une personne qui est sourde. Donc, est-ce que j'ai une version textuelle, une transcription textuelle de mon podcast que quelqu'un peut lire à la place de l'écouter? C'est ce qu'elle a envie de faire. Une personne malentendante, même chose. Si je me fie aux statistiques internationales, où il y a environ quelque chose de l'ordre de 260 millions de personnes qui ont une déficience visuelle dans le monde et 360 quelques millions de personnes qui ont une déficience auditive dans le monde. Si on a 206 000 personnes au Québec qui ont un handicap visuel, donc les gens qui sont représentés par le RAC, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à peu près 300 000 au moins personnes au Québec qui soient aussi malentendantes ou sourdes. Si vos contenus multimédia ne sont pas présentés avec des sous-titres, par exemple, si vous n'avez pas de transcription textuelle pour les contenus audio, c'est des gens qui n'ont pas accès à votre contenu. Au-delà de ça, d'un point de vue indexation, d'un point de vue optimisation pour les moteurs de recherche, si ce contenu-là existe seulement dans des formats qui sont multimédia, c'est des contenus qui sont moins facilement indexés. Donc, c'est du contenu que vous perdez aussi. Si vous avez ces contenus-là de façon textuelle aussi, vous iriez gagner en SEO de façon significative pour les contenus que vous présentez en ligne aussi. Donc, il y a des bénéfices, encore une fois, qui vont bien au-delà de la question du handicap, qui viennent justement améliorer votre propre ranking, etc. aussi et qui ajoutent du contenu à votre site web, essentiellement. Donc, une personne comme Luna a ses propres problématiques qui n'ont rien à voir avec Kalim ou avec Jeanne, par exemple. C'est une toute autre branche. Et sur, par exemple, les 50 erreurs en moyenne par page qu'on pourrait avoir sur des sites, ben, les erreurs que Luna va rencontrer ne sont pas les mêmes que Jeanne ou Kalim, mais les trois vont avoir des difficultés différentes et souvent significatives, souvent assez significatives pour faire en sorte qu'ils vont simplement abandonner le processus et vont laisser tomber parce que c'est juste pas possible de travailler avec votre site web et qui éventuellement pourraient en parler à d'autres et dire j'ai eu l'expérience sur tel ou tel site, puis ça fonctionnait vraiment pas pour moi, c'était frustrant, il y a eu ci, il y a eu ça. Ou pire encore, j'ai essayé d'avoir de l'aide en les contactant, puis les gens m'ont complètement écarté parce qu'ils ne comprenaient pas ma problématique. Puis là, vous pouvez imaginer pour une personne qui est proche de cette personne-là, le sentiment que ça peut générer. Donc, on parle du 53% du marché du handicap. Là. Donc, ça peut déborder ou débouler assez rapidement, ces questions-là aussi. Simplement parce qu'au départ, on n'est pas conscient. On n'a pas l'information dont on a besoin pour mieux servir la clientèle. Izumi est une personne qui est comme moi, donc une personne qui a une limitation au niveau de la perception des couleurs. Donc, j'en ai parlé un peu au départ, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus pour aujourd'hui, mais c'est une personne justement qui va avoir de la difficulté à comprendre l'information quand c'est véhiculé uniquement sur une base de couleurs. Si vous avez du contenu en rouge pour dire que c'est un message d'erreur et qu'il n'y a rien d'autre qui mentionne que c'est un message d'erreur, une personne comme Izumi ou moi, ça se peut que le texte rouge passe pour du texte gris, puis qu'il se perde un peu dans le texte autour, puis qu'on ne le remarque même pas. Est-ce qu'il y a des moyens d'ajouter à la présentation par la couleur avec un autre élément pour attirer l'attention, par exemple une icône, ou d'avoir un fond de couleur différent pour que ça ressorte plus. Donc, de donner de l'emphase autrement que par uniquement la couleur pour permettre de mieux saisir. Si vous avez un graphique en pointe de tarte, par exemple, et que vous avez une belle roue de couleurs dans des variations de orange et de rouge et de jaune, ben c'est sûrement très beau, mais il y a des gens qui apprécient pas, qui sont pas capables de faire la distinction ou l'association entre
une partie, une pointe de tarte et éventuellement la légende qui est sur le côté. Et si on ne peut pas faire l'association, le data n'est pas là pour nous. Donc, on peut prendre des guesses, comme on dit en bon français, mais on n'aura pas l'information précisément. Alors que quand vous le regardez, pour vous, ça peut être super évident. Pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Donc, il y a des problématiques encore là qui n'ont rien à voir avec celles des personnages qu'on a vus jusqu'à présent aussi. Donc, comment on fait pour régler des questions de contraste de couleur? C'est le premier élément que je veux regarder avec vous. Comme je disais, on a fait un petit appel à tous. Il y a des gens qui ont levé la main en disant oui, je suis volontaire pour me proposer mon site web. Donc, on va commencer à regarder tout ça ensemble. Le premier outil que j'ai envie de vous présenter, c'est le Color Contrast Checker. Il y en a plusieurs qui existent sur le web. Je vais vous en proposer un ici qui, moi, est mon préféré. Parce qu'il est très simple. L'utilisation comme telle, en fait, il est simple et visuellement, il est aussi assez agréable comparativement à d'autres. C'est un test qui est simple à faire dans la mesure où vous connaissez votre charte de couleurs. Donc, par charte de couleurs, ce que je veux dire, c'est que vous connaissez les codes hexadécimaux derrière chacune des couleurs. Donc, ça peut être un bout où vous avez besoin de parler avec votre développeur web ou votre designer ou peu importe pour avoir l'information, mais si moi j'ai envie de savoir si mes couleurs fonctionnent bien, parce que l'idée ici c'est de voir est-ce que les couleurs sont suffisamment contrastées pour qu'une personne comme moi par exemple ait une meilleure chance de pouvoir lire l'information. Quand on a quelque chose comme ça où on a une espèce de noir ou gris, en fait je vois ici que c'est un gris foncé par la couleur qui est là. Donc un gris foncé sur quelque chose qui me semble à peu près jaune pour moi. Le ratio est de 12,72 pour 1. Le chiffre qu'on voit ici, le 12,72, c'est mon ratio. La règle, je vais vous éviter tout le détail, mais la règle, c'est il faut que l'information, le ratio soit au moins 4,5 pour 1 et plus pour pouvoir être considéré comme étant accessible. Les ratios vont de 1 pour 1 à 21 pour 1. Si, par exemple, je viens ici, puis que je mets un blanc, et que je viens mettre un noir ici, comme ça, par exemple, mon ratio va être de 21 pour 1. Donc, c'est mon maximum que je peux aller chercher, c'est 21 pour 1. Si je voulais avoir le ratio le plus petit possible, j'aurais une couleur contre elle-même. Par exemple, je prends un blanc, je mets ça contre un blanc, mon ratio va être de 1 pour 1. Et là, on voit que le contenu est disparu ici, c'est parce que j'ai la même couleur. Donc, le pire scénario, c'est une couleur sur elle-même, et le meilleur scénario, c'est du noir et blanc. Bon, évidemment, le meilleur scénario, ce n'est pas forcément le plus agréable, donc je ne suis pas en train de vous dire que vous devez travailler en noir et blanc, mais ce sont nos écarts. Donc, si on a au moins 4,5 pour 1, on est OK d'un point de vue accessibilité. Donc, mettons par exemple que j'ai un contenu, ici, une couleur de fond qui va être un gris très pâle, disons quelque chose comme ça. J'aimerais bien avoir celui-ci, D, comme ça. Et je vais mettre, par exemple, un texte qui est un gris beaucoup plus foncé. Donc, disons, mettons... Non, faites pas ça. Puis, aller chercher quelque chose comme ça ici. Non. Si j'avais un gris plus foncé comme ça, puis un gris pâle pour mon texte, mon ratio serait de 2,43, par exemple. Donc, même si ça peut vous paraître très lisible, ça demeure bien en dessous des chiffres, ça peut être plus difficile pour quelqu'un de le percevoir. Si je prends une couleur de fond, mettons, je vais prendre un blanc pour faire ça simple, encore une fois, et que j'ai un gris comme celui-là, encore une fois, mon ratio est de 1,17. Donc, vous voyez le gris ici qui est beaucoup plus difficile à voir. Ce gris-là, plus on vieillit on avance en âge, plus il est difficile à percevoir aussi. La science, les statistiques veulent que pour percevoir une couleur, à l'âge de 65 ans, on a besoin de 3 fois plus de lumière qu'on en a besoin à 20 ans pour percevoir cette couleur-là. Ce qui veut dire en gros que quand une personne a 20 ans et qu'elle design, par exemple, le pied de page de votre site web, et dans la jeune vingtaine, et qu'elle vous met un paquet de contenu en gris pâle sur un fond blanc, parce que ça fait, esthétiquement, c'est très beau, puis c'est de bon goût, etc. Ça peut vous paraître très bien, mais plus vous parlez avec des gens qui sont âgés, plus cette zone-là devient un peu floue et moins le texte est lisible. Donc, au-delà d'une question d'être daltonien, comme moi, il peut y avoir des gens qui, simplement parce qu'ils sont plus vieux, le cristallin dans l'œil durcit, jaunit un peu, la lumière est plus difficile à passer et elle est réfractée sur la rétine. Donc, par la force des choses, la perception des couleurs est altérée, c'est plus difficile d'aller voir l'information. Donc, notre objectif à nous, par exemple, c'est de dire si je veux avoir un gris,
ben, il faut que j'aille chercher un blanc comme fond, par exemple. Je dois aller chercher un gris qui ressemble à peu près à ça ici. Donc, 7, 6, 7, 6, 7, 6. Il faut que je me batte avec. En fait, j'arrive pas à le contourner présentement. 7, 6, 7, 6, 7, 6. Voilà. Bon. En ayant 7, 6, 7, 6, 7, 6, donc ce type de gris-là, j'arrive à un 4,54 pour 1. Donc, je suis juste au-dessus du 4,5. Et ça vous donne une idée de combien foncé le gris peut être sur un fond blanc pour être acceptable d'un point de vue accessibilité. Si sur vos sites web, vous savez que vous avez un gris qui est plus pâle que ça, vous avez un problème d'accessibilité au niveau des contrastes de couleurs en partant là-dessus. Donc, l'outil fonctionne comme ça. Évidemment, vous devez connaître vos codes de couleurs pour faire ça. Vos gens techniques sur le site web sont peut-être en mesure de vous donner l'information. En fait, sont sûrement en mesure de vous donner l'information. Peut-être que vous êtes capable de l'avoir vous-même. Je vais vous montrer un outil qui permet de le faire, par exemple, sur le site, justement, qu'on va tester ensemble et avoir une bonne idée de ce que ça représente. Donc, si je reviens sur la présentation, on a eu, parmi les gens qui ont levé la main, on avait Louvre Montréal, donc on les remercie pour avoir bien voulu se prêter au jeu. Je vais vous montrer le même outil présenté sur cette page-là. Donc, si on va sur Louvre Montréal et que je vais sur une page de contenu intérieur, disons... en fait, je pourrais aller juste ici, ça va faire le travail. Donc, et que j'utilise le même outil. Donc, l'outil est une extension qui est disponible dans Chrome. C'est le petit cône jaune en haut ici. Si je clique là-dessus, j'ai la barre similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure apparaît à l'écran. Et j'ai une petite pipette ici. Donc, je peux aller cliquer là-dessus et me dire ma couleur de fond, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple ça ici, donc il me donne mon blanc. Et je vais aller chercher la pipette pour le... oups, je vais me débarrasser de ça. En fait, non, je n'ai pas besoin. Oui, c'est qu'on a débarrassé de ça ici. Donc, la pipette, et je vais aller chercher la couleur du texte. À peu près ça, ici, comme ça. Et ça me donne 8C, 8C, 8C ici. Dans ce contexte-là, ça me donne un ratio de 3,36 par exemple. Donc, encore une fois, je suis en dessous de mon 4,5. Mon ratio n'est pas suffisant pour être considéré comme étant accessible. Ça, c'est pour le contenu qui est là. Mais vous remarquez que l'entête qui est juste au-dessus est encore plus pâle. Donc, si je vais chercher ce gris-là, donc même chose encore une fois, je vais aller avec la pipette, puis je vais aller chercher un bon pixel dans le gris. Je vais voir le ratio de D1, D1, D1. J'étais à 1,53 pour 1. Je suis vraiment pas loin du 1 pour 1. Donc, pour certaines personnes, ces entêtes de section-là vont simplement pas apparaître dans la page. Donc, il y a un risque, encore une fois. Il y a un risque en termes de lisibilité pour des personnes daltoniennes, puis il y a un risque aussi pour les personnes plus âgées de ne pas être en mesure de vraiment percevoir. Puis je dis les personnes âgées, mais personnes avec une déficience visuelle. Il y a plein de déficiences visuelles qui vont affecter votre habilité de bien percevoir les couleurs. Et tous ces gens-là sont à risque, encore une fois, d'avoir une bonne expérience en essayant de lire du contenu qui est trop pâle. Donc, c'est un correctif assez facile, en fait. On foncie le gris, puis c'est réglé. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut faire. Pour les besoins de la cause, on va continuer à avancer, mais j'espère que ça vous donne quand même un point de vue là-dessus. Maintenant, ceci étant dit, on parle de personnes handicapées, mais il y a aussi la population vieillissante. Si certains d'entre vous ont eu la chance, disons, d'avoir passé le cap de la 45e environ, vous avez probablement remarqué que la vision, l'audition, etc., tout ça commence à décliner tranquillement. 45 ans est l'âge moyen à partir duquel les gens arrêtent de faire semblant qu'ils n'ont plus besoin de lunettes, puis qu'ils abdiquent, puis qu'ils ont effectivement besoin et qu'ils ont des lunettes pour la première fois. Pourquoi? Parce que la vision est plus aussi bonne qu'elle était. Et plus on avance en âge, évidemment, plus on ressent les effets du vieillissement sur nos sens, l'ouïe, la vision, les habiletés cognitives, la capacité à soutenir un effort cognitif à long terme, la fatigue, la dextérité, la motricité. Donc, tout ça est affecté d'une façon ou d'une autre avec le vieillissement, à des degrés, évidemment, qui sont variables, mais le vieillissement a un impact sur les habiletés des gens d'utiliser le contenu puis d'avoir une expérience accessible aussi. Donc, ce que j'aime beaucoup de cette statistique-ci, c'est que si on revient sur le 22 % dont je parlais au départ, le 22 % c'était à travers le Canada, tout groupe d'âge confondu. Mais si vous fouillez dans cette statistique-là de Statistique Canada, vous allez voir que la population active, donc les 16 à 64 ans à peu près, ou 25 à 64 ans,
Donc, la population sur le marché du travail, en principe, là, il y a des différences évidemment, mais population active, c'est de 20 Donc, si on oublie le 22 puis qu'on on se rabat sur le 20 pour la population active seulement, ça nous permet de se dire toute personne qui a 65 ans et plus n'est pas dans le 20 dont on parle au départ. Donc, j'aime bien cette statistique-là parce que si on se prend sur le 20, ça me permet de vous dire, au-delà de ce 20 %-là, il y a 19 des Canadiens qui ont aussi plus que 65 ans. Donc, assez rapidement, on peut commencer à se dire, OK, il y a les gens qui ont un handicap, qui sont dans un âge, qui ont moins de 65 ans, et il y a les gens de 65 ans et plus qui ont peut-être un handicap, parce que, encore là, Statistique Canada va vous apprendre que les personnes qui ont 65 ans et plus, le pourcentage de personnes handicapées est de 38 dans ce groupe-là, donc évidemment, ça monte en flèche. Mais on peut aussi se dire que les gens qui sont à risque d'avoir un problème d'accessibilité, qui sont handicapés ou non, qui ont un risque d'accessibilité, c'est l'ensemble de la population qui a 65 ans et plus, parce que justement, la vue est moins bonne, l'audition est moins bonne, tout le reste est plus difficile avec l'âge. Donc, on a un 19 de la population qui est dans ce groupe-là. Donc, on peut facilement associer le 20 et le 39. Et le 19, on arrive à 39. Donc, le 40 dont je parlais au départ, ce sont ces deux groupes-là ensemble. Maintenant, encore une fois, si on étend les proches des personnes âgées, puis on ajouterait ça au marché du handicap et du vieillissement, par exemple, bien, le 53 vient de monter probablement en flèche encore, peut-être plus vers de l'ordre de 70 par exemple. Donc, on peut gonfler ces chiffres-là de plein de façons différentes. Mon objectif, c'est pas d'essayer de vous vendre un 100 ou presque, mais c'est de vous faire comprendre qu'il y a des impacts à ces différents groupes-là, puis que les groupes peuvent, dans une certaine mesure, s'additionner les uns aux autres aussi. Donc, vous avez pu voir sur la diapo, justement, déjà, on parle de 7,1 millions de Canadiens en date du 1er juillet 2021. On s'attend à ce que cette population-là double, pas double, mais je veux dire, atteigne le quart de la population d'ici les 25, 26, 27 prochaines années à peu près, donc d'ici à 2059. Donc, c'est une courbe qui est croissante, on le sait tout le monde, la population vieillit. Donc, si on ne design pas nos interfaces pour rencontrer les besoins des personnes qui sont vieillissantes, on se coupe d'une partie de cette clientèle-là par la force des choses de façon très naturelle. Là. Et si on regarde, par exemple, la question du pouvoir d'achat des personnes âgées, donc pas des personnes handicapées, qui, comme je vous disais, étaient 55 milliards au départ, qui montaient à 366 avec le marché du handicap, mais si on regarde uniquement les personnes de 65 ans et plus, toujours selon Statistique Canada, la valeur de leur portefeuille, si on veut, en 2018, c'était 248 milliards. Donc, encore une fois, c'est quand même beaucoup d'argent duquel on se coupe potentiellement si on ne fait pas attention à ces préoccupations-là. Ceci étant dit, deux exemples, encore une fois, de personnes dont on parle, de clients potentiels dont on parle. Rakesh, qui est une personne qui est dans une situation de malvoyance. Donc, encore une fois, quelqu'un qui est représenté par un groupe comme le RAC. Donc, une personne qui est voyante, mais qui a besoin d'outils pour agrandir le texte, pour pouvoir le lire confortablement, mais agrandir le texte genre à 400 800 de la taille normale, donc beaucoup plus gros que ce qu'on prévoirait au départ, qui va avoir de la difficulté avec différents types de documents comme des PDF, par exemple, parce que quand on augmente un PDF pour lire à 300-400 ben, on passe plus de temps à naviguer pour bouger l'interface pour pouvoir lire que de temps qu'on passe à lire. Donc, évidemment, ça affecte la concentration et la capacité de rétention du contenu et plein d'autres problèmes du genre. Puis une personne comme Viviane, qui est simplement une personne plus âgée, puis qui commence à développer avec le temps une problématique au niveau de la démence dans son cas, donc des signes précurseurs d'Alzheimer, par exemple. Donc, quelque chose qui peut éventuellement nous arriver et qui, à travers les années, à travers une fatigue accumulée, à travers les stress, etc., de la vie, peut avoir plus de difficultés à se concentrer et à réussir différentes tâches sur le web qui, pour d'autres personnes, pourraient apparaître très simples, mais qui s'avèrent plus compliquées pour quelqu'un qui est plus âgé, parce que la technologie est peut-être pas aussi, ils sont peut-être pas aussi à l'aise dans certains cas de figure, mais simplement parce que c'est plus difficile de comprendre les attentes. Et ça nous amène à notre dernier petit sondage de la journée, qui touche justement le vieillissement, parce que, bon, je voudrais pas que vous pensiez que je fais de l'agisme en disant que plus on vieillit, moins on est bon avec le web, mais c'est du data qui est supporté par une étude vraiment sérieuse du Nielsen Norman Group. Je vous invite à regarder ça ensemble ici. À votre avis, quel est le pourcentage des facultés cognitives qu'une personne perd dû au vieillissement entre l'âge de 25 et 65 ans? Donc, si on compare, par exemple, une personne qui a 25 ans et la même personne à 65 ans, combien de pourcentage de ses facultés cognitives elle a perdu qui affecte son habileté à utiliser le web efficacement? Donc, quelque chose qui devrait nous intéresser en principe, parce qu'on veut que nos utilisateurs
ait du succès, évidemment, sur nos plateformes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est 14% de l'habilité qui est perdue, 20%, 26%, 32% ou 40% de l'habilité qui est perdue, simplement en passant, en vieillissant de 25 à 65, par exemple? Donc, la majorité pense que c'est 32%, ce qui n'est pas forcément joyeux et positif, mais c'est la majorité d'entre vous. On a 8% qui pensent que c'est 14, 19% qui pensent que c'est 20, 25% qui pensent que c'est 26 et 11% qui pensent que c'est 40%. Il s'avère, malheureusement, que la majorité a raison. 32%, c'est le chiffre à peu près qu'on évalue en moyenne. Comment on le calcule? L'étude comme telle démontre qu'on perd 0,8% par année au-dessus de l'âge de 25 ans. Donc, en gros, 8% par tranche de 10 ans. Donc, 8% à 35 ans, 16% à 45 ans, 24% à 55 ans, puis 32% à 65 ans. Et ça continue à augmenter. L'étude ne parle pas d'une augmentation exponentielle non plus avec l'âge, mais on peut présumer que ça accélère avec le temps. C'est effectivement effrayant, Edith. Donc, oui. Évidemment, tout le monde n'a pas la même déclinaison, si on veut, derrière ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a clairement un impact du vieillissement sur la capacité à comprendre une interaction, à comprendre comment on utilise le shopping cart, par exemple, à comprendre comment fonctionne l'interaction avec les différentes cartes sur notre site web pour les différents produits. Tout ça est souvent désigné par des gens beaucoup plus jeunes qui n'ont aucune conception de ce que c'est d'utiliser le web en tant que personne plus âgée et qui prennent des décisions qui sont en phase avec leur compréhension du web. Et cette compréhension du web-là est beaucoup plus experte que celle qui vont utiliser le site web en question. Ce que ça vient à dire, c'est pas vous développer vos sites web par des personnes plus âgées. Ce que ça vient à dire, c'est que vous gagneriez à impliquer des personnes handicapées, des personnes vieillissantes dans des tests utilisateurs pour vous assurer que ce que vous êtes en train de développer avec vos développeurs, vos équipes de développement, va être accessible, va fonctionner pour ces gens-là aussi. Donc, il y a du travail à ce niveau-là à faire aussi pour s'assurer qu'on ne laisse pas les gens derrière. Donc, ça m'amène à cette diapo-là dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut facilement additionner le 20%, disons, de la clientèle ou la population active, le 19% de la population vieillissante, et se dire que près de 40% des gens, et évidemment, ce n'est pas tout le monde là-dedans, puis les gens vont avoir des problèmes différents d'une personne à l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a 40% des gens qui ne peuvent pas utiliser votre site web, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a 40% des gens qui vont avoir des difficultés avec différents éléments de votre site web, et vous avez un contrôle là-dessus si vous prenez une prise en charge plus active de l'accessibilité, vous allez pouvoir limiter les barrières de ces gens-là et ce faisant, accroître vos revenus. Donc, il y a définitivement quelque chose. Et quand on additionne tous ces groupes-là ensemble, on parle d'un marché d'à peu près 615 milliards par année au Canada seulement. C'est énorme, le potentiel qu'il y a derrière ça pour une organisation qui aurait un site de commerce en ligne accessible ou qui investirait dans la mise en accessibilité de sa plateforme d'une façon ou d'une autre. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que les clientèles handicapées et vieillissantes, ils représentent de loin le plus grand groupe minoritaire marginalisé sur le web. Je vous mets au défi d'en trouver un plus grand que celui-là. La beauté, si on veut, du groupe, c'est qu'il est extrêmement hétérogène. Donc, contrairement, par exemple, à la communauté noire ou la communauté Latinx ou la communauté LGBTQ, etc. Donc, oui, ces groupes-là sont des groupes importants. Puis oui, on met beaucoup d'énergie pour les séduire, si on veut. Mais encore une fois, si la diversité, l'équité et l'inclusion n'incluent pas le handicap, vous passez à côté de la traque complètement pour la plus grosse partie de la clientèle qui est laissée pour compte au départ et qui gagnerait à faire partie de nos affaires de commercialisation. Puis aussi, ce qu'on entend souvent, c'est que les gens vont avoir tendance à reléguer le handicap comme un edge case, puis dire, bon, OK, ben, c'est des edge cases, on ne va pas s'occuper de ça, on a des choses plus importantes à considérer. Moi, ce que je vous dirais en gros, c'est que quand on considère le handicap comme étant un edge case, ça en dit beaucoup sur les valeurs de l'organisation par rapport à l'inclusion. On a beau avoir des pages qui parlent d'inclusion, puis avoir un discours qui parle d'inclusion, nos actions parlent beaucoup plus fort que nos mots souvent. Et on a beaucoup de sites web en ligne qui sont très forts pour parler de à quel point ils sont inclusifs, mais quand tu regardes le contenu du site web, tu te rends compte qu'ils sont inclusifs seulement d'une minorité qui n'a pas ces problèmes-là au départ, qui n'a pas ces défis-là au départ.
Ça en dit quand même pas mal sur tout ça. Donc, qui bénéficie de l'accessibilité au départ, en tout et pour tout? Sur une population de 38,2 millions, qui est essentiellement la population qu'on a au Canada aujourd'hui, on sait qu'on a un 6,2 millions de Canadiens qui sont handicapés. On sait qu'on a 7,1 millions de Canadiens qui ont 65 ans et plus. Donc, ces groupes-là s'additionnent, comme on a vu tout à l'heure. On peut présumer que chacune de ces personnes-là a au moins une personne qui s'intéresse à elle ou il, donc un proche, au moins un proche, un ami, un membre de famille, etc. Donc, on parle d'un autre 13,3 millions de personnes au Canada qui peuvent être influencées d'une façon ou d'une autre. Puis au-delà, si ce n'était pas assez, au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle le curb cut effect, donc l'effet un peu du trottoir qui descend pour s'aligner avec le niveau de la rue, qui est une métaphore en fait, qui date des années 70 aux États-Unis, simplement pour expliquer que quand on développe un élément pour l'accessibilité, comme par exemple les trottoirs qui s'affaissent au niveau de la rue pour faciliter le passage avec un fauteuil roulant, ben tout le monde bénéficie de ça. Quand on a une rampe sur un building, par exemple, oui, c'est pour une personne handicapée en fauteuil roulant, mais si les escaliers sont enneigés, il y a beaucoup de gens qui prennent la rampe à la place pour avoir la rampe pour se tenir après, par exemple, en montant, ou peu importe les exemples, en fait. Là. Il y a des milliers d'exemples qu'on pourrait regarder ensemble, je suis sûr. Il y en a plein dans vos téléphones, notamment. Quand vous utilisez vos téléphones et que vous avez la possibilité de grossir l'écran, ça n'a pas été fait pour votre confort. Ça a été fait d'abord et avant tout pour une personne avec une limitation au niveau visuel pour lui permettre de zoomer. Quand vous parlez d'autocomplétion des mots quand vous écrivez, c'est pas pour nous faire plaisir, encore une fois, chez Apple que ça a été inventé. Ça a été inventé bien avant ça pour permettre à une personne avec une limitation au niveau physique de pouvoir écrire plus efficacement et de gagner du temps. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui commencent, ou ces accommodements-là commencent d'un point de vue accessibilité pour le handicap et deviennent éventuellement mainstream. Et on finit par les intégrer dans ce qu'on fait. On les prend pour acquis un peu, mais c'est ça le curb cut effect. Donc, c'est comme dire, par exemple, je vais au gym, puis je cours pendant une demi-heure sur un tapis, puis ça pourrait être mortellement ennuyeux, mais j'ai 10 télés devant moi. Les télés n'ont pas de son parce que la musique joue trop fort. Donc, il y a des sous-titres sur chacune des télés. Puis même si je ne suis pas sourd, j'ai les sous-titres, ça me permet de me désennuyer de ce que je suis en train de faire en courant, en suivant telle ou telle émission à la télé. Ça n'a pas été fait pour moi au départ, les sous-titres, mais dans ce contexte-là, j'en bénéficie aussi. Même principe que le curb cut, par exemple, sur un trottoir. Donc, moi, ce que je prétends, c'est que tout le monde bénéficie de l'accessibilité d'une façon ou d'une autre parce que j'ai jamais encore entendu personne se plaindre qu'un site web était trop facile à utiliser. J'ai entendu le contraire souvent, par exemple. Donc, si on rend un site web plus accessible, on le rend plus utilisable, plus intuitif, plus convivial, etc. Et ça bénéficie tout le monde, ultimement. C'est plus facile, le degré de confiance est plus élevé, etc. Parce qu'on met en place des bonnes pratiques qui tendent en ce sens-là. Donc, ma question pour vous, c'est ça. Est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que vous pouvez vous permettre en tant qu'entreprise d'ignorer ce marché-là, d'ignorer le marché du handicap ou de risquer de vous aliéner le marché du handicap avec une expérience qui ne serait pas inclusive? Vous avez la réponse plus que moi, mais j'ai une assez bonne idée de ce que vous vous dites. La réponse est probablement non. Donc, si je reprends la question initiale du départ et on la remplace un peu, est-ce que c'est possible que votre plus grande perte de revenus potentielle ne vienne pas vraiment de ceux qui ne s'intéressent pas à votre offre, mais plutôt de l'auditoire avec des limitations que vous ne connaissez pas suffisamment aujourd'hui? Des Jeanne, des Kalim, des Rakesh, des Izumi, des Viviane, etc. Donc, des gens qui, à la base, sont des personnes que vous serviriez naturellement. Vous regardez ces gens-là, pourquoi ce ne seraient pas des clients? Évidemment, ce seraient des clients. Mais les choix qu'on fait technologiquement, les choix qu'on fait au niveau de notre commercialisation peuvent, sans qu'on s'en rende compte, les mettre à l'écart. Et c'est des gens qui, autrement, auraient dépensé, auraient consommé sur nos plateformes, mais qui ne pourront pas le faire parce qu'on ne leur permet pas de le faire au départ. C'est un peu comme avoir une pancarte devant le commerce qui dit « Personne handicapée non bienvenue » ou peu importe. On ne pourrait jamais imaginer ça dans la vie, dans la vraie vie. Pourtant, on le fait à tous les jours sur nos plateformes numériques. Donc, il y a une petite réflexion, je pense, à faire à ce niveau-là, d'une façon ou d'une autre. Là. Donc, par quoi on commence? Quelques éléments rapidement que je veux vous proposer. On a vu déjà la question des contrastes de couleurs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voici la liste des problèmes les plus importants qui sont recensés par le WebM Million dont je parlais au départ. Donc, l'étude dont je vous ai parlé. Il y a 6 problèmes qui recoupent à peu près 96,5% des erreurs sur le web. C'est majeur. Vous avez un roadmap juste là de comment rendre votre site web X fois plus accessible qu'il l'est présentement, simplement en parlant avec vos développeurs, avec les gens techniques qui s'occupent de vos sites web, ou vous-même, à l'arrière, et de travailler sur ces 6 aspects-là. Les contrastes de couleurs, on l'a vu déjà.
les images qui n'ont pas de texte alt, donc de texte de remplacement, de voir comment on peut mettre un texte de remplacement sur une image pour que l'image soit décrite en texte pour une personne non-voyante, par exemple. C'est 55,4 des problèmes. Contraste de couleur, 83,9 des liens qui n'ont pas de texte, donc des liens qui visuellement ont l'air d'un lien, mais quand on arrive avec un lecteur d'écran, par exemple, on se rend compte qu'il n'y a pas de texte derrière, donc le lien, on ne sait pas c'est quoi le lien, on ne sait pas à quoi il sert, on n'a pas de libellé pour. C'est 46,1 50 des problèmes. Des étiquettes de formulaire qui sont manquantes. On n'est pas en mesure de savoir le champ de formulaire, il réfère à quoi exactement. Mon prénom, mon nom de famille, ma carte de crédit, l'information n'est pas proposée. Soit elle est proposée visuellement, mais on ne peut pas l'avoir. Il n'y a pas accès parce qu'on est aveugle, par exemple, ou elle est mal associée ou elle est confondante et les gens ne sont pas sûrs. Donc, des problématiques à ce niveau-là aussi. Puis vous conviendrez avec moi que si je ne suis pas en mesure de remplir votre formulaire, ben, je ne peux pas acheter chez vous parce que ça passe par un formulaire. Donc, c'est assez important quand même, là. Des boutons qui sont vides, encore une fois. Donc, un bouton, un élément, j'en ai parlé au début, un élément de contrôle, un call to action que je ne peux pas définir comme texte. Je n'arrive pas à savoir à quoi il sert exactement parce que dans ma façon de naviguer sur le web, qui ne repose pas sur une vision pleine et entière, ben, je n'ai pas l'information. Peut-être que je suis aveugle, peut-être que c'est juste que le contraste de couleur est mauvais, peu importe la raison, mais encore là, 27,2 puis la langue du document qui n'est pas définie. Donc, vos documents sont en français ou en anglais dans la plupart des cas, je présume, mais si le code de votre page web ne spécifie pas la langue du document, Kalim, qui arrive avec un lecteur d'écran, lui, son lecteur d'écran, il ne sait pas si c'est du français ou de l'anglais. Donc, s'il est paramétré par défaut pour être en anglais et que votre page est en français, il va lire chacun des mots de la page comme si c'était des mots en anglais. Donc, votre contenu est en français, mais il va être prononcé comme de l'anglais. Il va être incompréhensible. Si son lecteur est paramétré en français qui arrive sur votre site web en anglais, ça va être l'opposé. Donc, encore une fois, chacun des mots français va être lu avec une prononciation anglaise et encore une fois, va être incompréhensible. Alors que ça prend un tout petit attribut tout simple en haut d'une page web pour dire ce document est en anglais ou en français, en espagnol ou peu importe. Et déjà là, on fait un effort majeur au niveau de l'amélioration de l'accessibilité. 22,3 dans ces cas-ci. C'est des trucs super de base en termes d'accessibilité. Bon, ça demande une expertise, évidemment, pour comprendre ce qu'il y en est, mais un minimum de recherche là-dessus, vous allez trouver des réponses super facilement. C'est extrêmement bien documenté sur le web. Ce que je voudrais vous proposer en tant qu'exercice à faire de votre côté, juste pour un petit challenge si on veut, c'est de voir à quel point votre site web est navigable au clavier. Si la souris n'est plus dans l'équation, si du jour au lendemain, vous n'êtes plus en mesure d'utiliser la souris, est-ce que vous pouvez quand même utiliser le site web sans cette souris-là, par exemple? Donc, avec le clavier uniquement. Je vous propose cette expérience-ci. Donc, on va faire rapidement une démo avec Orange Coco, qui est une autre des plateformes qui s'est proposée. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vais aller rapidement ici faire la petite démonstration. Imaginez que, bon, je pars en haut ici, dans la barre de navigation, puis je vais juste utiliser la touche tabulation pour me promener dans le site web. Donc, je vais d'abord faire le tour de toute mon interface de navigation en haut. Et là, je rentre dans le site web. Et là, je vais taber. Vous pouvez voir en bas à gauche, vous pouvez voir tout petit l'information qui change parce que je passe d'un lien à un autre. Mais si vous regardez la page, vous ne voyez pas où je suis du tout. Donc, il n'y a pas moyen pour moi, en tant que... Si je suis une personne qui est voyante, qui ne peut pas utiliser une souris, j'ai aucune façon de savoir où je suis rendu. Comment je peux naviguer dans ce site web-là? Certaines personnes vont remarquer l'information en bas à gauche, d'autres ne la remarqueront pas, mais je ne peux pas voir où je suis du tout. Donc, d'un point de vue navigation clavier, on se rend compte souvent que en fait, je dirais la grosse majorité, presque la totalité des sites web ont des problèmes au niveau de la nation clavier. Avant même de vouloir corriger des problèmes d'accessibilité plus complexes, je vous dirais, faites un petit exercice super simple avec votre propre site web. Puis je vais vous partager ce lien ici, si le document vous intéresse. Donc, je vous mets ça en chat, juste ici. C'est un document qui vous donne 7 étapes à faire pour aller tester avec votre clavier. Donc, la touche tabulation, la touche retour, les touches flèches, votre barre d'espacement, la touche escape. Si vous n'êtes pas en mesure de naviguer sur l'ensemble de votre site web avec seulement ces touches-là, vous avez des problèmes majeurs d'accessibilité au niveau du clavier. Donc, encore une fois, un autre exemple de ce que vous pouvez faire pour tester ça. Et si vous prenez 5 minutes de votre journée pour faire le test et que vous trouvez des problèmes là-dessus, essayez certains sites si vous voulez, des sites que vous connaissez bien, mais rappelez-vous après ça que pour une personne comme Jeanne, une personne avec une limitation au niveau physique, ben ça, c'est le quotidien sur tous les sites web ou à peu près, là.
Donc, la frustration est énorme au niveau de ce que ça représente de naviguer sur des interfaces qui ne sont pas accessibles. Vous comprendrez bien que, rendu là, l'intérêt à vouloir acheter chez vous, plus ou moins élevé. Par contre, si vous faites partie de la très petite minorité de gens où c'est possible de le faire, imaginez à quel point ça ouvre le portefeuille des gens pour dire, ben oui, ici, je vais consommer parce que, enfin, pour une fois, il y a une plateforme que je peux utiliser sans avoir demandé l'aide à quelqu'un d'autre pour venir le faire à ma place. Donc, il y a quand même quelque chose de majeur à cet égard-là. Euh, je vais arrêter là-dessus pour les démos. Euh, Simplement vous rappeler, faire un petit résumé au niveau du business case qu'on a bâti ensemble, en fait, parce que c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Là. Vous avez des opportunités d'affaires qui sont gaspillées, certainement, en n'allant pas puiser dans le marché comme tel qui est des personnes handicapées. Vous limitez votre potentiel d'accroissement aussi par la force des choses. Il y a un marché qui est inexploité complètement aussi. Donc, ces éléments-là fonctionnent ensemble. Il y a vraiment quelque chose derrière ça de significatif. Il y a des risques pour la marque, il y a des risques pour la réputation de votre institution, de votre organisation. Il y a des risques de menaces, de poursuites au niveau judiciaire potentiellement, tout dépendant de vos secteurs d'activité, tout dépendant où vous êtes principalement installé. Il y a l'opportunité d'agir comme bon citoyen corporatif. C'est quand même pas négligeable. Puis après ça, il y a tout le potentiel humain qui est gâché par l'impossibilité de pouvoir être autonome dans ces démarches-là. Imaginez si je vous demande du jour au lendemain de donner votre carte de crédit à un ami pour qu'il puisse entrer l'information pour vous si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Ou on vous demande des informations personnelles, vous n'êtes pas capable de les saisir vous-même pour quelque raison que ce soit, vous devez demander à quelqu'un de toujours venir vous aider. Un parent, un ami, un conjoint, peu importe. Ça va être des gens auxquels vous faites confiance, mais vous n'avez pas toujours forcément envie de partager cette information-là. Il y a un petit jardin secret quand même qu'on aimerait garder, mais dans un contexte de manque d'accessibilité, il n'y en a plus de jardin. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, il faut dépendre des autres. Si vous faites partie des gens qui offrent l'autonomie ou l'indépendance en ce sens-là, vous faites quelque chose d'important au niveau de la revalorisation de personnes qui sont autrement constamment rappelées à quel point elles sont moins importantes que les autres parce que justement, ils sont des edge cases. Si vous faites si vous prenez une position par rapport à ça, vous pouvez avoir un impact vraiment important sur la vie de ces gens-là. Puis, ce faisant, encore une fois, d'améliorer vos propres bénéfices en tant qu'entreprise. Donc, pourquoi ne pas le faire? Donc voilà, je sais que je suis à peu près 5 minutes trop long, mais j'espère que c'est un 5 minutes qui valait la peine. Donc là-dessus, je vais retourner la parole à nos amis du Conseil québécois du commerce en détail pour la période de questions. Oui, donc merci beaucoup, Denis. En fait, on a eu quelques questions dans le chat, mais je n'ai pas à en ajouter là, dans la section questions et réponses. Donc, je vais y aller avec la question de Maude qui demande en fait si les utilisateurs, s'ils arrivent sur un site web où, où il y a un manque de contraste, est-ce qu'ils ont des solutions pour contrer ça directement, là, soit de leur ordinateur ou sur des applications sur le navigateur? Oui, il y a plein d'outils qui existent. Un exemple d'outil que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui, si on avait un peu plus de temps, je dirais, c'est un outil comme Accessibility Insights. Je vais vous lancer quelques outils comme ça. On aurait pu utiliser Camillette pour faire ça, justement. Cet outil-là, donc ce lien ici, je vais mettre quelques liens en chat pour vous. Donc, Accessibility Insights, ce que ça fait, entre autres, cet outil-là, si je vais sur le web rapidement, en fait, tant qu'à faire, je vais le faire ici, là, avec Camillette. Donc, un peu comme l'outil de contraste oculaire de tout à l'heure, c'est un petit cœur, je pense qu'il est mauve, avec une petite loupe à l'intérieur. Si j'ouvre ce truc-là, je vais avoir 3 types d'outils à l'intérieur. Un pour faire des tests automatisés d'accessibilité qui vont nous donner des erreurs, des problèmes à haut niveau qui sont identifiés. Une démarche manuelle plus exhaustive qu'on peut suivre pour savoir comment trouver des problèmes d'accessibilité à différents niveaux. Donc, quelque chose que je vous dirais, mettez ça entre les mains de vos développeurs, si vous avez des développeurs qui travaillent pour vous, puis demandez-les d'explorer un peu tout ça. Il y a comme plein de choses documentées. Voici comment on teste pour les keyboard traps. Voici comment on teste, par exemple, pour les entêtes de section. Pour la fonction des entêtes de section, il faut qu'on vérifie ces choses-là. Pour le fait qu'il n'en manque pas, c'était l'autre truc. On va regarder, mettons, les images. Images, je pense, sont ici, par exemple.
comment on va tester pour la fonctionnalité des images. Tout est décrit ici. Donc, l'outil vous donne une énorme méthodologie de test au départ qui est vraiment, vraiment très, très intéressante. Puis la troisième partie qui est probablement ma préférée personnellement, si je reviens ici. Donc, la troisième partie de ça, c'est les ad hoc tools, donc les outils ad hoc. Puis, un que j'aime bien ici, si évidemment ça veut charger, c'est quand même un peu gênant que ça ne fonctionne pas dans le contexte. Voilà. Donc, je peux identifier, par exemple, toutes les en-têtes de section de mon document. Je lève je tourne ce bouton-là, ça va me dire, bon, mais ça, c'est un élément de type de niveau 2, un en-tête de type de niveau 2 ici, les niveaux 3 là, etc. Donc, je peux avoir une information sur la structure comme ça. Je peux faire mes tests automatisés, encore une fois, à partir d'ici. Je peux retirer les couleurs du site web puis voir si je perds de l'information quand le site est en ton gris, par exemple. Est-ce que c'est toujours lisible? Est-ce que ça devient plus difficile à percevoir? D'un point de vue clavier, par exemple, je peux simplement ouvrir cet outil-là. Puis là, si je me mets à naviguer avec tabulation, ça va me donner l'ordre de tabulation dans lequel je me promène. Est-ce que ce truc-là a l'air d'être logique ou est-ce que ça a l'air d'être un peu d'aller dans n'importe quel sens? Donc, c'est un exemple d'outil parmi tant d'autres. Un autre outil, et c'est le deuxième que je vais vous donner, qui va un peu avec ça, c'est Axe DevTools, ici. Donc, cet outil-là fait un peu la même chose. Donc, je mets ce lien ici en chat aussi. Voilà. Et dans ce cas-ci, disons qu'on va chez Bijouterie Brouillette, par exemple. Donc, je viens ici. L'outil prend quelques secondes au départ pour démarrer, mais il va vous donner encore là une liste exhaustive de tests. Donc, ce que je ferai avec l'outil, une fois l'outil installé, je ferai un clic droit sur ma page n'importe où, j'irai dans Inspecter. Et là, quelque part sur ma barre, je vais trouver Axe DevTools. Je clique là-dessus, je clique sur le bouton pour scanner ma page, par exemple, et il va prendre quelques secondes, puis il va me donner le résultat de tout ce qu'il trouve en termes d'erreurs sur cette page-là. Donc, ce n'est pas toutes les erreurs d'accessibilité, mais c'est toutes les erreurs qui peuvent être automatisées. Ça représente quand même plus que 57% des erreurs en général sur les pages. Donc, ça me donne déjà un bon point de départ pour ce sur quoi je pourrais travailler. Vous allez voir à travers la liste qui va apparaître dans quelques instants des exemples de ce qu'on a déjà vu. Donc, par exemple, ici, j'ai des boutons qui n'ont pas de texte discernable, donc des boutons sans nom, dont on parlait un peu plus tôt, donc des boutons qui ne sont pas discernables au départ. Il y a 44 instances de ça, par exemple, sur Brouillette et Fils. Ou contraste de couleur, j'ai 35 problématiques à ce niveau-là. J'ai un lien qui n'est pas définissable par du texte. J'ai une image qui n'a pas, un texte alternatif. Puis j'ai des liens qui ont le même nom, mais qui pointent à des endroits différents. C'est ça. Donc, tous ces exemples-là font partie de la liste des 6 problèmes que j'ai présentés, par exemple. Et c'est vraiment pas pour dire que Brouillette et Fils est particulièrement mauvais en ce sens-là, parce qu'honnêtement, 85 erreurs, c'est pas tant que ça, je vous dirais. J'ai l'habitude d'avoir des centaines sur une page. Mais d'aller explorer ces outils-là, en fait, encore une fois, ça démocratise l'accès au savoir parce que dans la mesure où vous savez comment utiliser l'outil, puis vous commencez à explorer ce que l'outil fait, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire un bouton qui n'a pas de texte discernable? Bien, vous allez fouiller à travers les 44 instances ici, vous allez voir un après l'autre ce que c'est. Vous voulez plus d'informations, vous allez cliquer sur le petit lien More Info, vous allez avoir une page complète qui vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a 96 tests différents dans cet outil-là. Chacun de ces tests-là a une page comme celle-là qui est dédiée à donner un peu l'explication. Donc, vous mettez ça entre les mains de vos développeurs, par exemple. Vous dites, OK, à partir d'aujourd'hui, il faut passer nos pages à travers cet outil-là, corriger ce qu'on rencontre au fur et à mesure, et je vous garantis qu'il y a une différence significative à la fin de tout ça au niveau de votre degré d'inclusion. Voilà. Donc, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Il y a des dizaines d'outils dont on pourrait parler, mais évidemment, le temps est limité. Mais j'espère que ça donne déjà une bonne perspective à ce niveau-là. En fait, je veux juste rappeler que la présentation va vous être envoyée, là, fait que vous allez avoir accès là, justement aux différents outils qui sont proposés là, depuis le début de la présentation. En fait, là, je vous avoue que c'est plus difficile à gérer les questions dans le chat, puis vous les avez toutes mis là. Donc, j'avoue que je m'y perds un peu, mais j'avais une autre question, en fait. Je vais la retrouver, je suis désolée. Pendant que tu la cherches, je peux peut-être rapidement dire un petit mot sur la diapo qui est ici. Si ça vous intéresse de creuser ces questions un peu plus, sans aucun engagement de votre part, là, il y a un code QR sur la page. Vous pouvez prendre votre téléphone avec votre appareil photo, simplement le mettre devant le code QR, ça va vous donner un lien, puis vous pouvez aller réserver 20 minutes
qu'on jase, sans aucun engagement de votre part, mais vous pouvez explorer un peu, puis ça me ferait plaisir de vous donner quelques exemples un peu plus en détail avec votre propre site web. Euh, mais je vous l'offre, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Mais ça me fait plaisir de l'offrir. Donc, j'ai retrouvé la question. On va finir avec cette question-là. Puis justement, si vous en avez d'autres questions, vous allez pouvoir utiliser, là, j'imagine, ce 20 minutes pour avoir accès aux judicieux conseils de Denis. Donc, avez-vous un avis ou une recommandation au sujet des formes d'écriture inclusive et des points médians? En fait, c'est Edith qui se demande là, si justement cette forme d'écriture-là peut rendre la lecture avec les outils de lecture plus Oui. difficile. Oui, absolument. Si on parle, par exemple, du masculin et du féminin avec un point qui sépare les deux terminaisons, par exemple, tout ça, effectivement, ça a un impact sur la prononciation des mots. Euh, ça dépend vraiment de la structure des phrases de façon générale. Ça dépend de la quantité de présence de ces éléments-là dans un document, dans un texte. C'est sûr que ça a un impact au niveau de la compréhension, mais en même temps, c'est pas insurmontable. Je pense que mon opinion personnelle, c'est que sur un site web où l'approche de communication emprunte ces mécanismes-là, une personne qui dépend d'un lecteur d'écran, par exemple, va comprendre le contexte et va s'adapter en conséquence. Au même titre qu'un voyant qui n'est pas habitué à voir un orthographe comme ça, par exemple, pour être un peu désarçonné au début, puis éventuellement s'ajuste. Euh, on a souvent tendance à penser que si la personne handicapée visuelle, par exemple, avec un lecteur d'écran, rencontre un truc qui est inhabituel, elle va être désarçonnée, mais ça demeure une personne intelligente, puis une personne qui peut analyser des choses, puis une partie du moment où on a analysé, ça va. T'sais. Donc, c'est plus une question d'adaptation puis de contexte. Mais il pourrait avoir un impact, mais je pense que si au départ, on croit beaucoup en la valeur d'une approche inclusive comme ça, je pense que cette approche-là, en soi, justifie la petite barrière supplémentaire que ça crée. Et honnêtement, sur un site web qui autrement serait accessible, c'est pas ça qui va être un problème. Les problèmes d'accessibilité que les gens vont rencontrer sont beaucoup plus sur les autres éléments dont on a parlé aujourd'hui, qui vont faire en sorte que les gens n'arriveront même pas au point où ils se questionneraient sur votre texte parce que le contexte autour du texte va déjà avoir ruiné l'expérience pour eux souvent. Donc, si le reste est beau, rendu là, c'est un détail à mon avis. Là. Super. Donc, je crois bien avoir fait le tour des questions. Je rappelle également que j'ai envoyé un petit sondage d'évaluation. Donc, s'il vous plaît, prendre les 2 minutes que ça prend pour le remplir. C'est toujours vraiment apprécié d'avoir vos commentaires et puis ça nous permet de nous améliorer puis de vous offrir, là, comme je disais au début, des présentations qui sont vraiment là, en lien à vos enjeux. Est-ce que tu me laisses 30 secondes pour répondre à la question de Joël? Ah, ben oui, 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 OK. tout à fait. La question, c'est mes clients ont installé le add-on Equal Web qui donne des options pour l'utilisateur, ajuster le contraste, commande vocale, etc. Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins? Les sites lui-même ne répondent pas aux besoins, oblige le visitateur à utiliser un third party. Euh, c'est c'est vraiment pas une bonne idée, je vais le présenter comme ça. Je, je, Joël, je vous propose d'aller voir, de faire une recherche pour Overlay Fact Sheet, Overlay O-V-E-R-L-A-Y Fact Sheet, et d'aller lire là-dessus. Je me dois de faire attention à ce que je vais dire pour pas moi-même être attaqué par les promoteurs de ce type d'outils-là. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. En fait, la référence que j'ai donnée au départ par rapport au, à l'aspect légal, si vous fouillez dans ce document-là pour le 2021, vous allez voir par exemple qu'il y a quelque chose comme 500 organisations américaines qui ont installé un outil comme celui-là ou d'autres. Il y en a plein. Il y en a au moins une bonne demi-douzaine qui promettent l'accessibilité à travers les outils comme ceux-là, qui sont généralement une ligne de JavaScript, puis ça crée un petit outil dans le bas de la page. Là. Et il y a comme presque au-dessus de 500 ou presque 500 organisations qui, malgré cet outil-là, ont été poursuivies pour des questions d'accessibilité. Il y a un très, très gros débat dans l'industrie comme telle de l'accessibilité au sujet de l'utilisation des outils comme tels. C'est des organisations qui ont énormément de pouvoir en termes de commercialisation,
qui floodent complètement le marché, si on veut, avec la promesse des outils. Mais la réalité, c'est que les promesses ne sont pas du tout tenues. Puis ça vous protège en rien. Ça ne rend pas vos sites accessibles. La plupart des personnes handicapées auxquelles on prend la peine de poser la question disent que ça nuit en fait plus qu'autre chose. Parce qu'il n'y a personne qui veut apprendre un nouvel outil pour ton site web. Ils ont déjà leurs propres outils, donc ils veulent que le site fonctionne avec leurs outils, ce qui est tout à fait légitime, parce que si le site web est accessible au départ, il va fonctionner avec les outils qu'ils ont, qui sont des outils communs. Et ces outils individuels-là, il n'y a personne qui... En fait, avec tout le respect que je vous dois à tout le monde, il n'y a aucun outil, il n'y a aucun site web qui est assez important pour que quelqu'un apprenne un outil juste pour votre site web. C'est un peu comme ça, je le vois. Mais bon, Overlay Fact Sheet est un point de départ pour découvrir plein de choses à ce niveau-là que je vous recommande fortement. Voilà. Combien de postes au Canada sur des sites non gouvernementaux? On n'a pas d'informations là-dessus, Moreau, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de data que je connais, à tout le moins, au niveau de poursuites judiciaires au Canada. Je sais que l'Ontario, avec la loi ontarienne, là, LAPHO, la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées en Ontario, ou AODA en anglais, Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, à travers cette loi-là et les obligations de la loi comme telle, il y a des pénalités financières qui sont là. Il y a un bureau de l'accessibilité en Ontario dont le mandat est de s'assurer que les sites web sont accessibles. Ce bureau-là fonctionne un peu comme par délation, si on veut, là. Un client ou une personne mentionne un site web non accessible, ces gens-là font une évaluation, une enquête là-dessus, puis éventuellement prennent des recours avec les organisations. Mais ça se passe toujours à huis clos. Donc, on n'a pas de data là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils font beaucoup de travail au niveau de ramener les gens dans le droit chemin, puis ça crée suffisamment de remous pour que ça crée du travail dans l'industrie. Donc, il y a quelque chose, mais le data n'est pas public, donc je n'ai malheureusement pas de réponse précise à ce niveau-là. Super. Donc, ben, merci beaucoup, Denis. Je pense là, qu'on a fait le tour. Puis, ça nous a permis justement, comme un des participants mentionnait, là, de nous ouvrir, de nous permettre d'en savoir davantage sur un sujet qui est vraiment peu traité, puis de nous sensibiliser là, justement à l'accessibilité web et à l'importance de s'y coller finalement. Donc, ben, un gros merci. Merci à vous tous et toutes pour l'invitation. Un plaisir. Bonne journée. Okay. Bonne fin de journée.